Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par le Centre Prévention Santé Longévité de l'Institut Pasteur de Lille. Je suis Clémence Quéré, chargée de projet Prévention Santé en entreprise et je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui aussi nombreux avec des profils différents, des médecins et infirmiers du travail, des responsables de ressources humaines, des responsables sécurité, qualité, également des chargés de prévention et j'en oublie sûrement. L'Institut Pasteur de Lille est fortement impliqué dans la lutte contre la Covid-19 depuis le mois de février, à la fois en recherche, comme vous l'avez vu dans les médias, et également en prévention, avec l'organisation de tests de dépistage en partenariat avec le laboratoire Similab, les conseils d'expertise du professeur Camus aux entreprises sur les mesures sanitaires, et les séances d'information et de sensibilisation sur les gestes barrières auprès de différents publics, dont les salariés. Ce webinaire intervient à un moment important pendant cette période si particulière à l'approche de l'automne-hiver. Nous tenterons de répondre à un maximum de vos questions via l'onglet chat que vous trouverez en bas de votre écran. Je vais maintenant laisser ma place au professeur Camus qui répondra à vos questions et qui répondra à la question suivante: comment gérer la co-circulation des virus grippe et Covid-19 en entreprise? Bonjour à toutes et à tous. Alors, Clémence étant maintenant suffisamment loin, et vu les dispositions qui ont été prises, je peux enlever mon masque sans risque. Je crois que vous m'entendrez mieux. Voilà. Alors, je souhaite à tous la bienvenue. Je vous remercie d'assister à cette séance. Le principe, c'est qu'on fait ça de façon tout à fait simple. Bien entendu, j'ai des informations à vous communiquer. Mais vous pouvez m'interrompre à tout moment, poser vos questions, parce que je crois que notre plus grande désillusion, ce serait que personne n'ose poser de questions, se disant je vais apparaître comme quelqu'un un neuneu. Ben non, il n'y a pas de mauvaises questions, n'hésitez pas à les poser. Voilà. Donc, je crois qu'on peut commencer. Je me tourne vers Clémence. Oui, on peut commencer. Voilà, allons-y. Alors, d'abord, à quoi elle ressemble cette Covid? On en parle beaucoup. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Est-ce qu'on n'exagère pas par rapport à d'autres pathologies? On nous dit que c'est finalement pas grand-chose. Je crois qu'on a quand même maintenant suffisamment d'éléments pour dire que ce n'est pas une maladie bénigne, mais c'est très différent selon en particulier les classes d'âge et l'état pathologique les antécédents du sujet. Premièrement, pour les enfants, si je peux résumer, pour les enfants, la Covid-19, ça n'est ni plus ni moins qu'un gros rhume. Et c'est pour ça que, ainsi que quand un enfant a un rhume, sa maman peut le retirer de l'école, mais ce n'est pas une raison pour aussi que toute la classe arrête son activité. Donc, il faut considérer que c'est un rhume et le considérer comme tel. Mais pour d'autres personnes, c'est beaucoup plus grave. Et c'est pour ça que, même si les enfants transmettent peu le virus, on le sait maintenant, il faut quand même tout faire pour protéger les adultes qui sont à risque. C'est-à-dire à risque soit du fait de leur âge, soit du fait de pathologies préexistantes. Et parce que l'infection peut toujours aggraver une pathologie préexistante. Donc, retenez que dans les mesures qui sont prises, il faut toujours bien différencier celles qui s'adressent aux adultes, celles qui s'adressent aux adultes ayant des facteurs de risque et celles qui s'adressent aux enfants. Alors, ce que l'on sait maintenant, on sait que c'est une maladie dont on connaît à peu près les modes de transmission. Je dis à peu près parce qu'en fait, expérimentalement parlant, et tout le monde le comprendra bien, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire. On ne peut pas reproduire comme ça, expérimentalement, des conditions d'infection, et c'est sur la base d'expérience que finalement, on en a fini par déduire quelles étaient les voies de transmission principales. Alors tout le monde le sait, l'élément le plus important, ce sont les gouttelettes qui sont émises lors d'efforts de toux,
et qui peuvent porter sur elles, c'est des gouttes de mucus, hein, sur lesquelles peuvent s'accrocher des virus. Et ces virus, bien entendu, s'ils rentrent dans les cavités aériennes d'une autre personne, peuvent assurer sa contamination. On s'est également aperçu qu'il pouvait y avoir des aérosols. Alors c'est un petit peu différent. Imaginez qu'il y a des virus qui soient portés par une gouttelette et qu'il y en a d'autres qui soient portés par rien. Ou que la gouttelette porteuse de virus est séchée et il reste juste la particule virale. Ça, c'est ce qu'on appelle des aérosols. Ce sont des particules virales, des éléments beaucoup plus légers et qui donc peuvent diffuser un petit peu plus loin. Il y a aussi, comme méthode de contamination, le contact direct. C'est pour ça qu'on fait fort attention à bien se laver les mains. Quelqu'un qui est infecté, porte du virus sur ses mains, touche un objet, et bien cet objet est contaminé. Et si quelqu'un vient remanipuler cet objet, il peut à son tour se contaminer. Il y a bien entendu les contacts directs, bien entendu, de main à main. Il y a aussi les contacts indirects, je reviens là-dessus. Et puis, il y a un autre élément, c'est vrai, qui pose encore question, c'est l'élimination dans les selles. Il est certain que chez les sujets qui sont infectés, on trouve du virus dans les selles. Ce qui est beaucoup plus difficile à déterminer, c'est si ces virus que l'on retrouve dans les selles ont encore la capacité d'infecter un sujet. Ça n'est pas parfaitement démontré, parce que le virus est quand même un virus fragile, et dans les salles de bain, dans les toilettes, dans les selles, eh bien, il a peu de chances de pouvoir résister. Par contre, ces chances de contaminer finalement le réseau d'eau, par exemple, sont très faibles, parce que vous savez qu'on utilise de l'eau de javel et qu'il suffit de quelques gouttes de javel pour inhiber ce virus. Alors, cela dit, malgré ce qu'on connaît, je vous dis, l'élément important, c'est de savoir quel est le risque, quelles sont les situations les plus à risque. Eh bien, les risques majeurs sont représentés essentiellement par les gouttelettes. Ça, c'est certain, c'est qu'ils sont émis soit dans des formes de tout, ou qui peuvent être contenus dans la salive. Il y a également les contacts interhumains, les bisous, hein, je crois que tout le monde a bien, tous les épidémiologistes insistent bien là-dessus, sont quand même des situations à risque. Ça, ce sont les risques majeurs. À côté de ça, il y a les risques qu'il faut relativiser. Pourquoi? Parce que, encore faut-il, pour qu'une personne infecte une autre personne, qu'il y ait suffisamment de virus qui soient inhalés. Ce n'est pas une particule virale qui va vous infecter. C'est plusieurs milliers de virus qui rentrent dans vos cavités respiratoires et qui assurent la transmission. Donc on comprend par exemple que pour du matériel contaminé, eh bien, les virus qui sont déposés sur un matériel contaminé vont dépérir un peu à la fois, vont s'altérer et perdre leur pouvoir infectieux. Et donc on comprend qu'à partir d'un moment, la charge virale n'est plus suffisante, et donc n'étant pas suffisante, eh bien, elle ne peut pas assurer l'infection. Il y en a même pour les aérosols. Autant quand on est par les gouttelettes, quand on est à 1 mètre d'une personne, on peut être inoculé par énormément de virus, mais à distance, les aérosols se dispersent et le risque est déjà beaucoup moindre, puisque la charge virale n'est pas suffisante pour contaminer le sujet qui est confronté à cet aérosol. Enfin, on a beaucoup parlé des ventilations, mais la ventilation par elle-même, le flux d'air chez soi, entretenu par ce qu'on appelle les bouches VMC, on a tous ça chez nous, hein, eh bien, cette ventilation est absolument sans aucun risque, alors que la climatisation, donc l'utilisation d'appareils qui recirculent de l'air en le refroidissant, eh bien, s'ils ne sont pas équipés de filtres suffisants, eh bien, ils peuvent représenter un danger, car ils diffusent dans la pièce de la charge virale. Alors il y a des risques qui sont, à l'inverse, finalement,
relativement faible, dont on ne connaît pas véritablement, dont on n'a pas pu mesurer l'intensité. C'est ce que j'ai appelé les risques à évaluer ou nuls. Les piscines, alors on en parle beaucoup. Il est vrai qu'autour d'un enfant qui joue dans la piscine, qui a de l'eau dans la bouche, qui la recrache, et s'il est infecté, il va disséminer autour de lui du virus. Et il est vrai que l'eau des piscines est non seulement décontaminée, mais décontaminante, puisqu'elle contient des dérivés chlorés, auxquels est sensible le virus. Mais rapidement, le virus va être inhibé. C'est pour ça qu'on estime qu'on peut maintenir, dans certaines conditions, la piscine pour les enfants, parce que chez eux d'ailleurs, même s'ils sont infectés, la forme, je l'ai dit, n'est pas bien grave, c'est somme toute un gros rhume. On a aussi beaucoup parlé des animaux domestiques, c'est tout à fait anecdotique. C'est vrai qu'on a retrouvé du virus dans les cavités buccales de chiens ou de chats, mais ça n'a pas d'incidence épidémiologique. Les moustiques ne transmettent absolument pas le virus d'un individu infecté à un autre. Quant au port de vêtements, pour ceux qui font du shopping, soyez rassurés, le virus résiste très peu de temps sur un support vestimentaire, donc je dirais que le vêtement s'auto-décontamine spontanément. Alors, s'il n'y a pas de questions, je me tourne vers Clémence. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on est là pour répondre. Alors, le point sur l'épidémie, rapidement, parce que d'abord ça varie tous les jours. Actuellement, on voit qu'il y a du virus partout dans le monde. Est un peu moins touché, c'est vrai, l'Afrique, pour des raisons qu'on n'a pas le temps de discuter ici, mais c'est vrai, c'est un continent moins touché. Au total, il y a actuellement plus de 30 millions de personnes qui sont touchées dans le monde et la maladie a provoqué 1 million de morts. Alors c'est vrai que quand on compare par rapport à d'autres fléaux, c'est pas quelque chose d'absolument majeur. Et voilà, mais alors ce que l'on voit, et on peut, on voit que les cas augmentent, continuent d'augmenter régulièrement, et qu'on peut avoir déclaré dans le monde jusqu'à à peu près 400 000 cas par jour, c'est quand même quelque chose d'assez important, et avec environ à peu près une mortalité globale d'1 million, mais ce qui représente actuellement avec un taux d'environ 4 000 morts par jour. Certains, c'est la même chose lorsqu'on regarde un peu la situation en France cette fois-ci, on voit très très bien qu'il y a une augmentation de la détection du nombre de cas. Alors il y a une petite polémique là-dessus, il faut la calmer. C'est-à-dire qu'on dit à chaque fois, oui mais on en trouve plus parce qu'on en cherche plus. C'est vrai, plus on cherche quelque chose, plus on le trouve. Ça c'est certain. Mais il n'empêche que l'augmentation du nombre de cas n'est beaucoup plus importante que l'augmentation du nombre de tests. Mais là n'est pas le propos. Ce qui est important de remarquer, on ne va pas se battre sur les chiffres, ce qui est important de remarquer, c'est que le nombre de cas reste important. Quand on découvre par jour de 10 à 15 000 cas en une journée, ça veut bien et bien dire que le virus est là. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre et se mettre dans la tête. Et là, c'est une photographie sur un jour. Mais sachant qu'un sujet peut rester infectieux une dizaine de jours, ça veut dire que tous les jours, il y a à peu près en circulation en France de 100 000 à 150 000 sujets que vous pouvez rencontrer et qui sont infectés. Bien entendu, tout le monde n'est pas égal devant la maladie, je l'ai dit et je le répète, la répartition des décès et donc des formes graves et malheureusement des décès, on les voit surtout chez les personnes les plus âgées. Alors ce n'est pas toujours véritablement le problème de l'âge, c'est qu'avec l'âge, il y a aussi d'autres troubles qui peuvent apparaître, cardiaques, pulmonaires, rénaux, qui peuvent être des facteurs d'aggravation de la maladie. C'est pour ça que c'est dans ces tranches d'âge-là que l'on rencontre le plus de décès. Il y a des décès également chez les sujets jeunes pour des Covid qui sont un peu particuliers. Ce sont des Covid qui induisent des lésions tout à fait originales, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne les avait pas vues avant, au niveau des poumons en particulier. Alors,
comment peut-on lutter et prévenir cette maladie? Alors là, il faut revenir sur quelques éléments un petit peu fondamentaux. Je ne vais pas vous faire un cours d'infectiologie, mais lorsqu'on est confronté à une maladie infectieuse respiratoire, on sait qu'on peut lutter ou lutter et prévenir contre la maladie avec un certain nombre de moyens. Et lutter contre une maladie infectieuse, c'est en fait essayer de dresser une muraille qui est composée de briques ou de pierres plus ou moins importantes et qui, toutes ensemble, sont indispensables pour éliminer l'élément infectieux et éviter la propagation de la maladie. Alors, en premier lieu, lorsqu'on a affaire à une maladie infectieuse, la première chose que l'on cherche à avoir, on cherche à disposer, c'est d'un vaccin. Et c'est pour ça que j'ai mis la pierre vaccin en plein milieu. C'est vraiment l'arme parfaite, parce que chez les sujets qui n'ont bien entendu pas contracté la maladie, elle induit une immunité, et cette immunité va permettre au sujet d'être protégé dans le temps. Alors, combien d'années, ça, c'est propre à chaque vaccin, mais enfin, le sujet en général est protégé pour plusieurs années avec une ou deux administrations de vaccin. Donc, on sait qu'on va pouvoir enrayer la maladie. Et toutes les maladies qu'on a réussi à enrayer ou qu'on est sur le point d'enrayer sont toutes les maladies pour lesquelles on dispose d'un vaccin. C'est l'arme essentielle. C'est pour ça qu'il y a tant d'efforts qui sont consacrés à la mise au point d'un vaccin. La deuxième arme, c'est le traitement. Bien entendu, si aucun sujet est infecté, c'est logique. Si vous réussissez à le traiter, si vous réussissez à éliminer l'agent infectieux, eh bien, il y a de fortes chances que les troubles pathologiques seront beaucoup moindres. Et puis, ça va aussi éviter que le sujet contaminé n'aille contaminer les autres. Donc, c'est très important d'avoir un traitement. Pour le moment, il n'y en a pas. Il faut être très clair. C'est vrai, on a parlé du remdesivir, on a parlé des traitements corticoïdes, mais on les introduit simplement chez des sujets qui ont déjà des formes relativement graves et avancées. Mais on n'a pas de traitement pour traiter les sujets sitôt le diagnostic effectué. C'est ce qu'avait proposé le docteur Raoult avec l'hydroxychloroquine, mais en fait, ça ne fonctionne pas bien. Pour des raisons qu'on peut facilement expliquer, on l'a prouvé scientifiquement, ça ne marche pas bien. Alors, il y a une molécule actuellement dont on parle, qui est celle justement qui est développée par l'Institut Pasteur de Lille, mais elle est encore au stade des essais de laboratoire, et il faut que dans les semaines qui viennent, on puisse mener des essais cliniques pour confirmer son efficacité chez l'homme. Mais les espoirs sont sérieux, parce que la molécule s'est révélée particulièrement utile. Autre élément, autre arme dont on dispose, c'est le traitement symptomatique. Le traitement symptomatique, je vous l'ai dit, c'est je ne l'ai pas dit. Le traitement symptomatique, c'est par exemple l'oxygénothérapie, on apporte de l'oxygène au sujet, on corrige ses troubles fébriles, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le traitement symptomatique. Là, on a des moyens, et sont des moyens qu'on préférerait plus puissants, mais en fait, qui ont déjà sauvé énormément de vies humaines, parce qu'ils ont été, comment dirais-je, ce sont des moyens qui ont été diffusés avec beaucoup de prudence, mais aussi beaucoup d'intérêt par les médecins réanimateurs. Le dépistage est important également. C'est une arme importante parce que ça permet de savoir comment se déroule la maladie. Imaginez qu'on ne soit pas capable de dépister, et puis on serait incapable de dire actuellement si on est dans la fameuse première vague, ou si on l'a quitté, ou si on a une réaccélération du phénomène infectieux dans la population. On ne pourrait pas le dire, et donc pas cibler un petit peu les moyens de défense les quelques moyens de défense dont on dispose. Donc le dépistage est quelque chose d'extrêmement important. La prise en charge. Là, la prise en charge, il faut reconnaître que, et grâce au dévouement du corps médical, mais au sens charge, de l'ensemble des professionnels de santé, que ce soit en libéral, que ce soit en hospitalier, que ce soit dans les EHPAD, il y a eu un tel dévouement qui suscite l'admiration, qui s'est révélé extrêmement efficace. Je crois que bon nombre de sujets qui sont maintenant en vie peuvent remercier ce corps de santé. Alors ensuite,
on a comme moyens qui sont plus des moyens de prévention et qu'on utilise beaucoup pour les maladies à transmission respiratoire. Ce sont les masques, c'est l'hygiène et la distanciation. J'y reviendrai, je pense qu'il n'est pas tellement utile de s'étaler sur ce sujet. Je vous l'ai dit, ce sont les armes qui sont classiquement utilisées et qui ont révélé leur efficacité dans le domaine de la Covid. Alors en bas de la diapositive, hein, on parle d'immunité. Alors en fait, il y a différents types d'immunité. L'immunité à laquelle on pense le plus, c'est ce qu'on appelle l'immunité acquise. C'est-à-dire une immunité qui est conférée par l'infection, on s'infecte, donc notre système immunitaire apprend à reconnaître l'agent infectieux et apprend à le détruire. Et ce qui fait que ça nous protège de toute infection ultérieure. C'est une immunité efficace lorsqu'elle se déclenche. Cette immunité, il faut quand même une dizaine de jours pour qu'elle se déclenche. C'est-à-dire qu'entre le moment où le sujet est infecté et le moment où le sujet va être protégé, il faut au système immunitaire une dizaine de jours. Ça, c'est un peu embêtant, parce que pendant ces 10 jours-là, eh bien, le virus peut continuer son effet délétère. L'autre immunité, c'est l'immunité innée. C'est-à-dire, c'est une immunité qui se déclenche tout de suite. C'est-à-dire, au moment de l'infection, le virus est reconnu par certaines cellules très spécialisées de notre organisme, et s'il n'y a pas trop de virus, eh bien, cette immunité va nous débarrasser en quelques heures du virus. C'est une immunité efficace, mais parce qu'elle est intéressante, parce qu'elle se déclenche tout de suite, sa faiblesse, c'est qu'elle ne doit pas être surchargée, elle est très vite dépassée par les événements, mais c'est quelque chose d'important. Il y a aussi l'immunité croisée. L'immunité croisée, eh bien, c'est une immunité qui est conférée par une autre infection, par un coronavirus. On a fait quelques études chez des enfants pour voir si le fait d'avoir déjà fait d'autres infections à d'autres coronavirus, ça ne les protégeait pas contre le Covid-19, et malheureusement, non. L'immunité croisée ne fonctionne pas. Donc, même si on a tous un jour ou l'autre, nous adultes, été confrontés déjà à des coronavirus, on n'est pas protégé. Et enfin, l'immunité de groupe, c'est l'immunité qui est conférée à la fois par les sujets qui ont été vaccinés et les sujets qui ont développé une immunité acquise. C'est-à-dire que le virus, à ce moment-là, va avoir énormément de difficultés à diffuser dans la population, puisque si à chaque fois qu'il rencontre un individu, il se fait rejeter du fait d'effets d'immunité, eh bien, le sujet sera protégé et l'ensemble de la collectivité sera protégé, bien entendu. Alors, de tous ces moyens, vous avez vu, finalement, on n'a pas grand-chose, parce qu'on n'a pas de traitement, on n'a pas de vaccin, on a un traitement symptomatique, le dépistage, c'est pas quelque chose qui soit parfait, puisque on ne le fait pas sur des populations ciblées, on le fait sur des populations, je dirais, surtout devant les populations qui se présentent à la consultation. L'immunité de groupe ne s'est pas développée, il y a actuellement probablement que moins de 15% de la population qui est protégée par cette immunité de groupe, donc c'est insuffisant. Il faudrait environ que 50 à 60% de la population soit protégée par cette immunité, et développer une immunité pour que l'ensemble de la population puisse en bénéficier. On en est loin, 15%, on est au quart de l'objectif, au mieux. Alors, l'immunité croisée, bon, je me mets un peu à l'interrogation, l'immunité acquise n'est pas très efficace et on s'est même aperçu que, par certains moments, l'immunité jouait contre le sujet lui-même, et je ne vais pas ici rentrer dans les détails. Donc on s'aperçoit qu'il nous reste quoi comme moyen? Et bien finalement, très peu de moyens. Et je vous renvoie ici sur un schéma qui est un schéma classique pour les infectiologues, pour ceux qui font de la gestion de risque en maladies infectieuses, et c'est le petit schéma du Center for Disease Control des Américains, et qui montre bien les moyens qu'on peut utiliser, des plus efficaces aux moins efficaces. Le plus efficace, c'est de pouvoir éliminer l'agent pathogène. Comment on peut l'éliminer? Vaccin, traitement. On n'en a pas. Par les moyens d'engineering, c'est-à-dire éviter le contact entre le sujet infecté et
entre le sujet et l'agent infectieux. C'est quelque chose qui est important, et c'est pour ça qu'on parle actuellement de toutes ces distanciations, de toutes ces fermetures de bars. C'est pour éviter justement, pour bien séparer la population du virus. Si le virus ne peut pas atteindre un sujet, le virus va s'auto-détruire. Ce virus est un virus fragile, pardon. Et comme tous les virus, il a besoin de pénétrer dans une cellule pour pouvoir continuer à se développer. Or là, si vous ne lui permettez pas ça, il va mourir, il va s'autodétruire. Donc si les mesures de distanciation sont respectées, c'est une arme extrêmement forte, plus forte que les deux autres suivants, qui est l'organisation du contrôle, et plus forte aussi que le port du masque et les mesures, enfin surtout le port du masque. Donc vous voyez que c'est très important que ces mesures de distanciation sont des mesures qui est fondamentales de respecter. Alors qu'est-ce qui vous attend? Je n'ai pas de boule de cristal. Et vous voyez bien que je suis plus très jeune, mais j'ai quand même un peu d'expérience. Et à chaque fois dans des situations épidémiques ou pandémiques, on a essayé de faire une prédiction, à chaque fois on s'est trompé. Donc je me garderai bien de faire une prédiction, mais par contre, on peut essayer un peu d'imaginer des scénarios possibles. Premier scénario possible, c'est l'arrêt de la pandémie. Ne rions pas sur cette possibilité, elle a eu lieu en 2003 sur un coronavirus qui était très fortement implanté au Canada et qui était parti du sud-est asiatique et qui était implanté fortement au Canada. La maladie a disparu spontanément. En juin, en France, on a bien vu que la maladie aussi avait tendance à disparaître, donc un arrêt de pandémie ou un arrêt d'épidémie n'est pas quelque chose, tout au moins un très fort ralentissement, n'est pas quelque chose d'impossible. Ce qui peut se passer aussi, c'est des foyers contrôlés, et il y en a, c'est des clusters, hein, donc on réussit à contrôler, c'est pas facile. Actuellement, il y a à peu près en France 1500 clusters, donc groupes de sujets qui sont infectés ou potentiellement infectés, et vous vous rendez compte du personnel qu'il faut déployer, des moyens qu'il faut déployer pour pouvoir surveiller chacun des membres de ces clusters. C'est un travail de titan. On réussit à peu près à le faire pour le moment, mais je crois qu'on arrive au bout du système. Ça va devenir, si ça augmente, ça va devenir extrêmement difficile. On peut imaginer aussi que ce soit une maladie qui ne réapparaîtra qu'au moment de l'hiver, parce qu'en général, les virus respiratoires préfèrent plutôt les périodes hivernales, et on verrait peut-être tous les hivers, un peu comme les rhumes, on verrait le virus réapparaître. C'est une possibilité, l'avenir nous le dira. Mais l'hypothèse sur laquelle on travaille le plus actuellement, et qui est la plus plausible, c'est ce qu'on appelle la vague hivernale, c'est-à-dire une reprise assez forte au moment de l'hiver, qui peut-être pourra se perpétuer par la suite, c'est pour ça que j'ai marqué, ou plus si affinité, parce que ça pourrait dépasser le cadre de l'hiver. C'est une possibilité. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a quand même l'expérience de cette propre épidémie. Je veux dire par là que on pourrait avoir, du fait de la persistance, et vous avez vu les courbes tout à l'heure, on voit bien que le virus continue à circuler et même aurait plutôt une tendance à continuer à se répandre. Il n'y a pas que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Amérique du Sud. Et on aura donc à un moment donné une cohabitation du virus Covid-19 avec les virus hivernaux. Il n'y a pas que dans les virus hivernaux, il n'y a pas que le virus de la grippe. Hein. Il y a aussi le VRS, le virus respiratoire syncytial qui touche les petits, les adénovirus qui touchent beaucoup les enfants qui ont des rhumes, les autres coronavirus, bien entendu, je ne l'ai pas écrit, les rotavirus qui provoquent les diarrhées infectieuses, les gastro, et puis bien entendu la grippe. Alors ça c'est quelque chose de possible parce que on a déjà au cours de l'hiver 2019-2020, donc je ne me trompe pas, je parle bien de l'hiver qui est terminé maintenant. En Europe, on a vu qu'il y avait en même temps une circulation de ces virus hivernaux, dont le virus de la grippe, avec le Covid-19.
Et puis, on a l'expérience maintenant pendant notre été à nous, 2020, eh bien, c'était l'hiver de l'autre côté de la planète, donc il y avait l'hiver austral 2020, on a pu en tirer les enseignements, et qu'est-ce qu'on s'est aperçu? On s'est aperçu qu'il y avait à la fois des virus hivernaux et de la Covid-19. Toutefois, on s'est aperçu que la co-circulation des deux agents, la circulation simultanée de ces agents, était relativement faible. Alors on peut discuter, on peut dire, et ça c'est connu en infectiologie, un virus peut en chasser un autre. C'est-à-dire que quand un virus se développe, il ne laisse pas de place pour un autre. Donc il a tendance à l'éliminer. C'est ce qu'on appelle la compétition virale. Mais il y a de fortes chances aussi que ce soit dû au fait que les gens dans l'hémisphère sud ont convenablement ou plus ou moins convenablement porté leur masque, suivi les mesures d'hygiène et de distanciation. Donc si ça a permis de ralentir l'épidémie de Covid-19, ça a également permis de ralentir l'épidémie de 2020. Alors attention, il ne faut pas confondre co-circulation, c'est-à-dire qu'on détecte en même temps dans une zone géographique donnée à la fois les virus hivernaux et la Covid-19. Est-ce qu'il y a co-infection? C'est-à-dire est-ce qu'on peut avoir des sujets qui sont en même temps infectés par le Covid-19 et par les virus hivernaux? Oui. Et on s'est aperçu dans certaines études que jusqu'à 16% des sujets infectés par un Covid-19 étaient également infectés par un autre agent infectieux pulmonaire. Et ils sont variés, vous avez la liste, les mycoplasmes, le virus grippal, les chlamydia, le VRS, les entérovirus, le coronavirus saisonnier. Voilà. Donc, il y a des possibilités de co-infection. L'incidence pathogène, on ne la connaît pas. Est-ce que ça aggrave la Covid? Est-ce que ça aggrave l'autre tableau, par exemple un tableau de VRS ou un tableau de grippe? On ne le sait pas vraiment parce qu'on manque de recul. Mais on se doute facilement que quelqu'un qui est, je dirais, un insuffisant cardiaque, qui serait à la fois affecté par le Covid-19 et par un virus grippal, ça ne va certainement pas améliorer son état. Il vaut mieux, somme toute, éviter la co-infection et tout faire pour que ce pourcentage de 16% diminue sensiblement. Alors, quelles sont les recommandations qu'on peut faire dans cette situation de concomitance, de co-infection et de co-circulation des virus hivernaux, du virus Covid-19? Premièrement, c'est de respecter les gestes barrières et d'hygiène. Respecter la distanciation, respecter le port du masque, respecter les mesures d'hygiène, le lavage des mains, qui sont tous efficaces sur les virus respiratoires. Donc, maintenons ces gestes barrières, ne nous relâchons pas. La deuxième chose, c'est pour éviter justement, vous l'avez vu, c'était quelque chose d'extrêmement important dans la lutte contre les maladies infectieuses, il faut recourir au télétravail parce que ça éloigne l'homme du virus. Donc si il y a possibilité de recourir au télétravail, il ne faudra surtout pas s'en priver pendant cet été. Et ça, bien entendu, c'est facile à dire, c'est pas toujours facile à faire, j'en suis parfaitement conscient, mais quand on peut, il vaut mieux quand même y réfléchir et essayer de le faire. Et puis, bien entendu, il faut vacciner contre la grippe les sujets fragiles. Il n'est pas question, d'abord on n'aura pas assez de vaccins, il faut être clair. Les 13 millions de vaccins dont la France va pouvoir disposer, d'habitude il y a 10 millions de doses qui sont sur le marché à peu près tous les ans en France. Il y en aura un peu plus, 13 millions, mais il faut surtout la réserver aux sujets qui sont déjà les plus fragiles et pour lesquels il existe déjà des recommandations de vaccination, c'est-à-dire les sujets âgés, les sujets fragiles, les obèses, les femmes enceintes. Vous voyez que la liste est longue, et cela, bien entendu, il faut absolument les encourager. Et pour relever une remarque qui m'a été faite ce matin même, il n'y a pas de risque, même si vous êtes infecté par un virus Covid-19, à réaliser la vaccination contre la grippe. À une seule exception près, c'est que si vous êtes en pleine poussée fébrile parce que vous avez un Covid-19, ne vous vaccinez pas contre la grippe. En général, c'est une règle pour les infectiologues, on ne vaccine pas quelqu'un
qui est en poussée aiguë d'une maladie infectieuse ou d'une autre maladie, mais on ne vaccine pas en poussée aiguë. Mais hormis ce cas très particulier, d'abord il y aura d'autres choses, d'autres chats à fouetter à ce moment-là, hormis ce cas particulier, on peut parfaitement vacciner quelqu'un qui est infecté par le Covid-19 et le vacciner contre la grippe, même s'il est asymptomatique. Il n'y a pas de problème. Reste un problème auquel je ne sais pas, vous avez peut-être réfléchi, eh bien, reste un problème qui reste un gros problème en suspens pour éviter justement le contact entre l'homme et le virus. Je vous laisse, si quelqu'un a l'idée qu'il l'envoie sur le chat. Personne ne réagit. C'est la vérification du système de chauffage. Vous vous êtes aperçu qu'on s'est beaucoup intéressé, enfin, les spécialistes et les décideurs, au problème des ventilations, des climatisations pendant la période de l'été. Pendant la période de l'hiver, il va falloir s'intéresser vivement au système de chauffage pour éviter que ceci ne joue le rôle de diffuseur de virus. Et ce sera aussi bien chez vous que dans le milieu du travail. Alors je vais m'expliquer un petit peu plus. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'important. Parce qu'on est dans la deuxième mesure, hein, dans l'engineering control, pour séparer le virus de l'humain. Ça rentre dans cette catégorie-là. Donc vous voyez que si on l'applique bien, ça peut avoir des effets importants. Alors, je vais être très court, parce que d'une part, je ne veux pas vous assommer de données, mais également parce que j'espérais qu'aujourd'hui, on aurait un avis qui est actuellement en discussion au Haut Conseil de la santé publique. Je suis un des membres, mais je ne veux pas donner une partie des conclusions qui sont déjà en préparation. Il y aura probablement le 8 octobre un avis formel qui sera publié, et comme nous avons vos adresses mail, je me tourne vers Clémence, comme nous avons vos adresses mail, on vous enverra les recommandations du Conseil de santé publique sur ce domaine du chauffage et des risques représentés par l'utilisation d'appareils de chauffage. Alors le rôle, il est surtout que de ne pas créer des aérosols. Le problème des gouttelettes, ça c'est un problème je vous l'expliquais tout à l'heure, on tousse, il y a des gouttelettes, le système de chauffage n'intervient pas là-dedans. Par contre, lorsqu'on émet un aérosol, lorsque l'on crée un aérosol de particules qui peut diffuser assez loin, il peut être repris par les mouvements de convection générés par le chauffage et diffuser le virus un petit peu partout. Et c'est là qu'il faut être particulièrement vigilant. Et si vous regardez la partie de droite de la diapositive, vous voyez qu'il est marqué « can be controlled with sufficient ventilation ». Ça veut dire qu'avec une ventilation suffisante, on peut éviter, ou tout au moins très fortement enrayer, ce phénomène d'aérosol. Je vais y revenir dans quelques minutes. Donc, principes généraux pour le chauffage. Ce qu'il faut faire, il faut chauffer. Ce n'est pas une raison pour couper le chauffage, surtout pas. Donc il faut continuer à chauffer, parce que sinon vous allez avoir de l'humidité et vous aurez d'autres pathogènes qui peuvent s'installer. Assurer une bonne ventilation, c'est-à-dire que les VMC chez vous, hein, les bouches qui aspirent l'air qui est rentré par des petites réglettes qui sont souvent au-dessus des fenêtres, eh bien il ne faut surtout pas les boucher. Il faut les laisser continuer à fonctionner. Pourquoi? Parce que l'air qui rentre, l'air extérieur n'a pas de virus, n'est pas chargé en particules virales, l'air circule dans la pièce et repart, ça a un effet plutôt de nettoyage. Donc surtout, ne coupez pas les VMC. Alors, j'en reviens à ce que je vous ai dit sur l'importance de la ventilation qui pourrait pratiquement à elle seule éviter que l'on porte des masques, éviter que l'on porte tout le temps des masques lorsqu'on est dans une pièce avec d'autres collègues. Regardez la ligne, je prends qu'un exemple, regardez la ligne réunion. Vous voyez que si on peut avoir dans une pièce une ventilation à 30 mètres cubes par heure, eh bien c'est suffisant pour éviter, 30 mètres cubes par heure et par personne, c'est suffisant pour
éliminer, pratiquement éliminer le virus et éviter la contamination entre elles des personnes qui se retrouvent dans la pièce, bien entendu dans la mesure où il y a quelqu'un qui est infecté. Je vais prendre un exemple concret pour que vous compreniez. Si vous avez une salle de réunion dans laquelle on va dire que la ventilation assure un renouvellement de 300 mètres cubes air, 300 mètres cubes par heure, vous pourrez héberger à ce moment-là 10 personnes, c'est à chacune bénéficiant en moyenne d'un renouvellement d'air de 10 mètres cubes par heure. Mais attention, il faut tenir compte de la surface de la pièce. Parce qu'en même temps, il y a un deuxième critère qu'il faut satisfaire, c'est le critère de la surface qui doit être dévolue à chaque personne qui se trouve dans la pièce. Vous savez, et là, c'est la règle des 4 mètres carrés dont on vous a déjà parlé. Donc si cette pièce fait 40 mètres carrés, ben on pourra mettre les 10 personnes, puisqu'il y a à la fois le respect des surfaces et le respect de la ventilation. Si la pièce ne fait que 36 mètres carrés, même si la ventilation permettait de recevoir 10 personnes, la surface au sol pour 36 mètres carrés, 4 x 9, 36, ne permettra de recevoir que 9 personnes. Mais ça veut dire que ces 9 personnes qui travaillent dans cette pièce, dans la mesure où elles sont éloignées les unes des autres d'au moins 1 mètre à 1 mètre 50, eh bien, il n'y a pas de risque, elles peuvent enlever leur masque, ce qui devrait largement faciliter les conditions de travail. On ne serait pas tous les jours, tout le temps, à devoir porter des masques. Donc vous voyez, cette ventilation, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je n'en dis pas plus, parce que je risquerais ensuite de donner des informations qui risquent d'être contredites d'ici quelques jours, mais grosso modo, les règles générales, je vous les ai données. Donc, ce qu'il ne faut pas faire par contre, c'est brasser l'air ambiant. Donc, méfiez-vous des pièces closes, avec un système de chauffage qui brasse de l'air, qui chauffe la pièce, mais qui brasse de l'air. Il va brasser en même temps les particules virales, et là, il y a un danger, donc pas brasser l'air ambiant. Et toujours recirculer un air non filtré. Il faut toujours recirculer l'air s'il n'est pas filtré. Et dans les deux petits dessins du bas, vous voyez à droite, je dis bien à droite, vous voyez l'absence d'arrivée d'air, l'absence d'évacuation. Il y a énormément de particules qui sont en suspension dans l'air, ce sont les petits points rouges. Par contre, si, comme c'est indiqué dans la figure de gauche, l'air qui rentre est un air filtré, eh bien, il y a peu de particules virales qui pourront rentrer, ou elles pourront être apportées par peut-être quelqu'un qui est dans la place. Et si cet air est éliminé convenablement, eh bien, on voit que la densité des parties de l'aérosol en particules virales est extrêmement faible et que le risque, même s'il n'est pas, devient pratiquement négligeable. Voilà, je m'arrête ici, je vous remercie et on attend vos questions si vous voulez qu'on leur donne des réponses. Alors, on a déjà quelques questions. Donc la première, c'est: y a-t-il des risques d'être contaminé en extérieur si on ne s'approche pas des autres personnes et donc de leur émission de gouttelettes éventuelles? Voilà. En air extérieur, il faut à peu près une distance d'1 mètre, 1 mètre 50 entre chaque personne et il n'y a pratiquement pas de risque. Alors il faut être prudent, par exemple, si vous êtes en extérieur, vous marchez. Les Français aiment bien aller au marché. Et dans ce cas-là, c'est plus les problèmes de la file d'attente qui posent des problèmes. Et si vous croisez quelqu'un dans la rue, c'est totalement insuffisant pour qu'il y ait un risque. On considère qu'il faut en général un contact d'1 quart d'heure à moins d'1 mètre 50 pour que le risque devienne véritablement à considérer. J'espère que j'ai répondu à la question. Alors, deuxième question: existe-t-il différentes formes de souches de Covid en circulation? Oui, il existe différents types de souches de Covid en circulation. Le virus est un virus dit à ARN. Il a des capacités de mutation qui sont importantes et on a déjà plusieurs familles de coronavirus qui ont été identifiées. Toutefois,
C'est pas comme pour les virus grippaux. Les virus grippaux, ils peuvent muter, et à chaque fois, on est même obligé de... ça peut donner des tableaux cliniques différents, parce que d'une année sur l'autre, vous vous êtes déjà aperçu que la grippe peut être plus ou moins grave, et que la grippe, pour laquelle on dispose d'un vaccin une année, eh bien, n'est peut-être pas le vaccin efficace l'année suivante. Ce n'est pas des phénomènes qui se produisent pour les coronavirus. Ils sont l'objet de mutations, oui. Ces mutations ne sont pas en relation avec le degré de gravité et donc la pathogénicité qu'ils peuvent induire chez les sujets qui sont infectés. Donc c'est deux problèmes complètement différents. Mais oui, ils mutent. Ensuite, il y a une demande de précision sur ce que vous avez dit chez les jeunes. Il y a des cas de Covid qui induisent des lésions originales au niveau des poumons. Oui, mais c'est relativement, c'est même exceptionnel. C'est comme pour la grippe. La grippe, en général, chez un jeune adulte, ne provoque pas de lésions particulières. C'est pas quelque chose. D'ailleurs, il n'y a pas de recommandation de vaccination pour ces personnes. Il n'y a pas de recommandation de vaccination particulière. Sauf si dans leur entourage, il y a des personnes fragiles. Alors, quelquefois, c'est ce qu'on appelle l'effet bouclier. Mais non, il n'y a pas de. Comment dirais-je attendez, répétez la question. Chez les jeunes, il y a des cas de Covid. Ah oui, mais chez les jeunes, on a pu voir, mais ça a été quelques cas dans le monde où on a pu observer des formes graves chez des enfants. Dans la très très grande majorité des cas, ce sont des formes tout à fait bénignes. Donc c'est pour ça, ne raisonnons pas sur des cas qui sont des cas certes très douloureux, très problématiques, mais qui sont tout à fait exceptionnels. Ensuite, il y a une question sur la durée de l'immunité acquise contre la Covid-19. Alors, très bonne question. Eh bien, on n'en sait rien pour le moment. Il va falloir qu'il y ait, je dirais, une deuxième vague ou une troisième vague pour voir si les sujets qui ont été infectés lors de la première vague résistent à une deuxième vague. Pour le moment, on n'a aucune idée. On est incapable de le dire parce qu'on manque de recul, tout simplement. C'est une immunité, en tout cas, qui peut probablement protéger pour quelques mois. C'est tout ce qu'on peut dire pour le moment. Donc ensuite, vous avez parlé d'une durée de contagiosité jusqu'à 10 jours. Or, les ordres recommandés actuellement est de 7 jours. Est-ce qu'il faudrait allonger la durée? Non, j'ai donné un ordre de grandeur. Ça peut aller jusqu'à même un petit peu plus de 10 jours, mais en règle générale, ça peut même aller jusqu'à 15 jours. Mais en règle générale, c'est vrai, c'est vous qui avez raison, la durée de contagiosité majeure, c'est surtout pendant 7 jours. Mais ça, j'avais donné simplement ce chiffre de 10 jours pour dire que voilà, quand vous avez un groupe devant vous, il y a des gens qui ont été infectés 10 jours avant, et jusqu'à ceux qui sont infectés le jour où vous faites vos investigations. Donc, vous avez un groupe qui s'est constitué de 10 fois 10 à 15 000 personnes. Ça peut représenter un groupe de 100 à 150 000 personnes continuellement infectées sur le territoire français. Les informations de ventilation vont-elles être transmises aux tutelles lilloises, INSERM, Université CNRS, sans suggestion d'application dans leur locaux? Oui, bien entendu. Toutes les informations sont publiques, il n'y a pas de et je ne trahis pas de secret en disant que au niveau des collectivités territoriales, la communauté urbaine de Lille, il y a des réunions régulières pour envisager les mesures qui sont à prendre, les discuter, voir les difficultés de mise en place, parce que je dirais que je suis expert, j'ai beau rôle, Yaka, Faucon, donc après il y a la mise en place, les moyens qui sont à déployer, c'est quelquefois beaucoup plus difficile, mais j'ai une forte prise de conscience, j'espère qu'il n'y a aucun doute là-dessus, j'espère que c'était bien le sens de la question. Nous avons de plus en plus régulièrement besoin d'intervenir suite à une suspicion Covid et nettoyer le bureau des collaborateurs par application de virucide. Au bout de quel délai celui-ci s'avère-t-il inutile? Voilà. Alors, ce qu'on appelle la règle des 5 jours. Si dans un local où il y a eu quelqu'un d'infecté et donc du virus qui a pu être déposé sur les surfaces,
c'est sur les objets, sur son bureau, sur les livres qu'il a pu, les documents qu'il a pu manipuler, retenez qu'au bout de 5 jours, le virus est mort, ou tout au moins n'est plus en quantité suffisante pour pouvoir infecter. Donc, même si on n'utilisait pas de virucide, eh bien, au bout de 5 jours, les virus s'autodétruisent, parce que je le rappelle, le virus doit impérativement rentrer dans une cellule humaine pour pouvoir continuer son développement, sinon il meurt dans le milieu extérieur. D'autant que c'est un virus fragile. Donc, soyez sans crainte, dans le bureau de quelqu'un qui a été infecté et que vous réoccupez, moins de 5 jours, bien entendu, on applique les produits détergents virucides. N'oubliez pas qu'il faut d'abord soit avoir un produit mixte, soit un produit, d'abord appliquer un produit détergent et ensuite appliquer le produit virucide. Il faut nettoyer avant de désinfecter. Et si le délai de plus de 15 jours, vous faites juste un nettoyage, de 5 jours, vous faites juste un petit nettoyage avec un produit détergent et ça suffit. Est-ce que la charge virale sur les surfaces est considérée comme moins élevée et donc risque faible de développer un Covid important? Alors, oui, elle est moins élevée avec le temps. Bien entendu, si vous êtes en contact avec une charge, avec des virus qui viennent d'être déposés par quelqu'un qui a toussé, le risque est maximal. Ça, c'est évident. Mais en quelques heures, vous savez qu'on a beaucoup parlé de la persistance du virus pendant 9 jours. Et ça, c'est les conditions de laboratoire. Ça n'a rien à voir avec la vraie vie. Sur du plastique, sur de l'inox, sur une surface très dure, genre un peu formica, on ne fait plus de formica, ça doit dater ce que j'ai dit. Mais sur une surface de bureau, ça peut persister au grand maximum 5 jours. C'est d'où la règle des 5 jours que je vous ai donné. Sur du papier ou du carton, ça ne dure que quelques heures. Et la charge virale rapidement diminue. Et sur les vêtements, c'est vraiment tout à fait minime. Donc, la charge virale diminue avec le temps, plus ou moins rapidement, selon le type du support. Mais retenez bien que ce n'est pas très. Alors ensuite, il y a une question sur l'effet d'une séparation entre deux personnes avec une plaque de plexi. Est-ce qu'elle permet de réduire la distance entre les deux personnes? Alors, l'utilisation d'une sac de plexiglas, c'est ce qu'on appelle l'hygiaphone. On connaissait ça avant, au moment de la tuberculose, mais une époque que vous n'avez probablement pas connue. Il y avait des hygiaphones partout. C'était pour éviter la contamination, en particulier au guichet. Donc, une lame de plexiglas fait tout à fait office. Et si on a la prudence de ne pas d'aller discuter sur le côté de la plaque de plexiglas, ce que je vois souvent faire, c'est une protection maximum. Alors par contre, les visières, vous savez, quelquefois on voit des gens avec des visières, ça leur permet de mieux respirer, ça protège quand même assez mal, parce que l'air peut rentrer et la visière ne peut se justifier que si on a déjà porté un masque. Ne pas porter simplement une visière, vous risquez vraiment de vous contaminer. Vous n'êtes pas bien protégé. Alors ensuite, il y a une question sur si vous avez une recommandation du nombre de personnes dans une pièce avec le port du masque et avec les distances de 20 mètres. Oui, 4 mètres carrés par personne, c'est ça. Ici, nous, on est dans une pièce qui fait à peu près 35 mètres carrés. C'est pour ça qu'on peut porter, on n'est qu'à 2 et que je peux enlever mon masque. Et ça peut permettre de recevoir 8 à 9 personnes. Voilà, c'est la règle des 4 mètres carrés. Quel est l'intérêt pour nos entreprises de faire une campagne de vaccination contre la grippe? Ben, elle est d'abord pour vous, si vous êtes éligible, ou vous faites partie des recommandations de vaccination, hein, vous êtes fragilisé par une obésité, une pathologie, l'âge ou une pathologie coexistante, c'est tout à fait logique, mais aussi vous protégez les autres, et même si vous êtes en bonne santé, ça peut protéger les autres. Par exemple, une mère de famille ou un papa, s'ils ont un enfant qui a par exemple des troubles respiratoires, s'il est asthmatique,
quelquefois c'est vrai, devant un asthme grave, bien entendu, on sera amené à conseiller aux parents de se vacciner, donc de telle façon que les parents n'aillent pas infecter leur enfant fragilisé. Quelles sont les recommandations pour les contacts avec un nouveau-né? Pour les contacts avec les nouveau-nés sont très sensibles au virus de la grippe. Hein. Le Covid touche peu les enfants, détermine peu de pathologies. La grippe, c'est complètement différent. Hein. Les enfants véhiculent énormément le virus de la grippe. C'est eux qui infectent leurs grands-parents. Si je voulais faire un schéma, je dirais la grippe, c'est une maladie des enfants qui est transmise aux grands-parents. C'est pas toujours le cas, mais c'est souvent comme ça. Pour le Covid, c'est une maladie des enfants, pas grave, qu'ils transmettent à leurs grands-parents. Non, c'est une maladie des grands-parents qui transmettent aux enfants. Est-ce que les recommandations sont les mêmes pour les salles de repas car le masque est enlevé par rapport aux salles de repas? Il faudrait revenir sur pour les 4 mètres carrés. Restauration, salle à manger, 30 mètres cubes heure, cafétéria, 30 mètres cubes par heure. Je crois que je me suis trompé dans la grippe et le Covid. Hein. Donc dans un cas, c'est pour protéger les plus... Dans les deux cas, d'ailleurs, c'est pour protéger les plus fragiles. Mais là, je dirais, les modalités sont différentes. Y a-t-il un moyen de tester les anticorps neutralisants? On peut tester les anticorps neutralisants, mais c'est une technique qui est lourde, qui peut être faite que par pratiquement, il n'y a que le laboratoire de référence en France qui est capable de le faire. Pour vous donner un ordre de grandeur, ils peuvent faire 20 tests par jour, 20, 9 fois 10. Peut-être un petit peu plus, nous disons même 50. Donc c'est pas possible de tester les anticorps neutralisants, c'est beaucoup trop lourd, c'est très long. Il faut travailler avec des virus vivants pour faire le test, c'est extrêmement difficile. Ça peut être fait que à des fins de recherche. Ça n'a pas de justification, malheureusement, en population générale. Si on avait un test détectant les anticorps neutralisants, ce serait bien entendu très intéressant, parce que ça permettrait de dire, vous êtes protégé, alors que d'autres ne sont pas protégés. Alors, dans les médias, on parle d'essais cliniques. Quels sont les traits de cette étape? Et par ailleurs, quand pensez-vous que le traitement sera disponible? Alors, les essais cliniques, alors là, j'ai l'impression que c'est une question qui se pose face aux découvertes qui ont été faites à l'Institut Pasteur. Alors, les essais cliniques sont faits dans un premier temps lorsqu'on croit avoir identifié une molécule qui peut avoir un effet contre un virus. Dans un premier temps, c'est pour vérifier qu'il n'y a pas d'effet adverse, c'est-à-dire d'effets secondaires graves qui puissent être induits par le médicament. Et puis, lorsqu'on a franchi cette étape, on fait des essais pour mesurer l'efficacité de la molécule. Les premiers tests, les tests, ce qu'on appelle d'innocuité, se font sur quelques dizaines de personnes, les tests d'efficacité sur plusieurs milliers à dizaines de milliers de personnes. Donc c'est pas du tout la même chose. Pour le médicament que va développer l'Institut Pasteur de Lille, les essais cliniques vont être fondamentalement réduits, puisque c'est une molécule qui est déjà connue, elle a été utilisée pour d'autres raisons, mais c'est une molécule qui est déjà connue, donc on connaît ses effets indésirables, on connaît sa toxicité, qui est d'ailleurs extrêmement faible, voire inexistante, donc on n'aura pas ces essais à refaire, mais on a quand même quelques essais d'efficacité pour déterminer à quelle dose elle devrait être utilisée. Donc on va probablement faire quelques essais sur l'échelle singe, et ensuite on passera aux essais chez l'homme. Et une dernière question avant la fin. Pour les personnes n'ayant jamais eu la grippe et n'ayant jamais été vaccinées, est-il nécessaire de se faire vacciner? Ça dépend si vous avez un facteur de risque de forme grave, si c'est une dame, si vous êtes enceinte, si vous avez un facteur, comment dirais-je, une pathologie concomitante ou avec plus de 65 ans,
oui, il est préférable d'être vacciné, ou si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui peut être particulièrement fragile. Même si vous n'avez pas été vacciné, on peut recommander la vaccination. C'est surtout aussi, il y a un autre but à cette vaccination, c'est d'éviter que les services de réanimation soient confrontés à une arrivée massive pendant l'hiver de sujets Covid-19 et de sujets grippe. Il ne faut pas le cacher, il y a un intérêt collectif, il n'y a pas qu'un intérêt du sujet à se faire vacciner, il y a un intérêt collectif. Alors on va s'arrêter là parce que du coup on approche midi, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais venir à la place de M. Camus. Voilà. Au revoir, merci. Alors je remercie le professeur Camus pour son intervention. Pour conclure ce webinaire, si vous souhaitez protéger vos collaborateurs contre la grippe, l'Institut Pasteur de Lille propose des campagnes de vaccination antigrippale en entreprise. Nous pouvons également vous accompagner pour tout ce qui est conseils sur les mesures sanitaires ou pour de l'expertise sur la validation de protocoles sanitaires, par exemple, avec le professeur Camus. Et nous avons aussi également la possibilité d'informer et de sensibiliser vos collaborateurs sur les gestes barrières, en entreprise ou bien à distance. Donc pour tout renseignement, n'hésitez pas à me contacter. Et si vous souhaitez également mettre en place un programme de prévention santé plus largement, un programme de prévention santé évalué, vous pouvez également me contacter. Je vous remercie pour votre participation. J'espère que ce webinaire a répondu à vos attentes. Et n'hésitez pas à nous suivre également sur les réseaux sociaux. Je vous remercie. À bientôt.